et à tous, bienvenue dans le podcast de Paris Basketball Honneur pour un nouveau débrief, celui du déplacement à Strasbourg. Et celui-là n'a pas été victorieux pour le Paris Basketball, défait en Alsace. Et on va revenir sur cette rencontre avec Flavien. Comment vas-tu? Eh ben écoute, ça va, mieux que les Parisiens sûrement, qui doivent faire un peu la tête après la défaite ce soir. Ah oui, puisque Strasbourg 89, Paris 86, première défaite pour Paris contre une équipe hors du top 4 depuis novembre et un déplacement à Roanne. Et un petit peu à l'image du match à la Halle Vacheresse, on a vite compris que ce serait une soirée difficile pour Paris à Strasbourg, mené 20-4 d'entrée de jeu, la faute notamment à Hugo Invernizzi qui aura été létal toute la soirée face à Paris. Mais pourtant, le club de la capitale a également rapidement rectifié le tir en deuxième quart-temps à la faveur d'un 19-2. Mais voilà, ce n'était définitivement pas la soirée de Paris. Privé pour cette rencontre, il faut également le dire, de Herrera, Kessens ou encore Gauthier Denis. Car même quand Strasbourg a quelque peu balbutié son basket en fin de match, on aurait pu penser que Paris allait finalement prendre la rencontre, mais n'y est pas parvenu à enlever justement cette victoire dans les derniers instants. Non, Flavien, pardon. Paris a fait le yo-yo un petit peu toute la rencontre, mais on n'a jamais vraiment senti les hommes de Thomas Isalo dans leur rencontre. Heu, Flavien, est-ce qu'on peut dire que c'est l'un des plus mauvais matchs du club parisien en championnat depuis un petit moment? Sachant que, ça fait plusieurs semaines que Paris affronte quand même les cadors du championnat, que ce soit Monaco, Lasvel ou encore Bourg-en-Bresse. Ouais, c'est clair, parce que là, sur le mois de décembre, janvier, tu affronté Lasvel, tu as affronté Monaco 2 fois, tu as affronté Strasbourg, du coup, 2 fois, tu as affronté, Bourg-en-Bresse. Ouais, là, ça ressemble quand même au match le plus mauvais qu'on a vu peut-être, je sais pas, depuis 2 mois, 2-3 mois en championnat. Parce que, tu montres pas grand-chose, tu montres un espèce d'esprit d'équipe et de revanche quand tu es mené de 18 points là, en 2e quart-temps, 1er quart-temps, 2e quart-temps, où Thiamas Isalo pose des temps morts pour essayer de faire réagir son équipe. Je crois qu'il pose le premier temps mort à peut-être 14-2, où remise en jeu, on perd quasiment la balle. Il les a tellement engueulés fort, ça s'entendait limite de la télé. Et derrière, Paris a réussi à revenir un petit peu, mais c'est vrai que même s'ils sont même repassés brièvement devant et que ça a un peu joué au yo-yo après, là, sur le troisième carton, tu les as pas forcément sentis en confiance. Et moi, j'ai envie de dire que Paris, ce soir, a perdu principalement déjà parce que tu démarres ton match de la plus mauvaise des manières. Et il y avait des attitudes en début de match qui me semblaient pas les bonnes, à l'inverse de Strasbourg qui me semblait faire le début de match idéal, que ce soit au tableau d'affichage, mais aussi dans la manière d'aborder sa rencontre. Et à la fin, tu le perds, mais de 3 points, ça se joue pas à grand chose parce que tu arrives à remettre un petit coup de collier et revenir et mettre la pression à Strasbourg. Mais en soi, moi, je regarde juste l'évaluation collective, il y a 111 à 91 pour Strasbourg. Il y a que 3 points d'écart, mais dans le match, il y a plein de choses qui font que Strasbourg avait quand même largement dominé cette partie. Ouais, Strasbourg qui s'est bien adapté, notamment par rapport au match aller. Là, c'est intéressant maintenant cette phase retour parce qu'on va pouvoir confronter les confrontations, sur la première phase de la saison. Et là, Strasbourg a littéralement corrigé tout ce qui lui avait fait défaut à l'Accor Arena, c'est-à-dire notamment le rebond offensif. Là, il y a 20 rebonds offensifs pour Strasbourg. Ça a été l'une des grosses clés de cette partie, sachant que Paris, eux, ont pris 21 rebonds défensifs dans l'autre sens. Et j'ai aussi trouvé, je vais te lancer sur ces deux points, que Strasbourg a eu notamment un bien meilleur mouvement du ballon sur cette rencontre. C'était beaucoup moins stéréotypé. Strasbourg ne peut pas vraiment matcher avec Paris sur l'aspect physique avec notamment des arrières qui sont beaucoup plus petits, qui n'ont peut-être pas l'impact que peuvent avoir Nadir Hiffi ou encore TJ Short. Mais on a vraiment senti que là, cette envie de se partager le ballon, et plus je le disais, par exemple, un Hugo Invernizzi qui a pris feu. Il y a également là, cette fois, un Phil Booth qui fait une grosse rencontre avec 16 points notamment et 8 passes décisives. Donc voilà, on a senti vraiment que Strasbourg a bien analysé le précédent match à l'Accor Arena et ils avaient un plan de jeu cette fois pour affronter Paris au Rhenus. Ouais, ça y ressemblait vraiment parce que les équipes sont plus ou moins les mêmes en termes d'effectifs que celles qu'à Bercy en décembre. Donc tu le vois déjà au rebond, la bataille au rebond, Brooks avait déjà fait un bon match, je crois, à l'intérieur à Bercy, mais là, ça n'a rien de comparable. Et on a senti vraiment que
bah, il a vraiment dominé cette rencontre, dans cette partie et que globalement, collectivement, le rebond a été très, très bien, géré par Strasbourg, parce que, bah, alors il y a 45-29 pour Strasbourg en termes de rebond. Donc déjà la stat elle est folle, mais, en termes de sécurité dans ta raquette, même Paris a été très bousculé, tout simplement parce que tu prends que 21 rebonds dans ta raquette quand, Strasbourg en prend 20 dans cette même raquette. Donc c'est quand tu as eu un tir raté contre toi, tu as eu du 50-50, que ça te retombe dans les mains et c'est pas assez pour avoir, bah, tu laisses à Strasbourg des possessions, des possessions, des possessions et Strasbourg prend quasiment 10 tirs de plus sur la rencontre et 3 lancers francs de plus. Donc au final, pour moi aussi là-dessus, tu y perds parce que, bah, tu te laisses pas assez de chance en tout cas de pouvoir l'emporter, sachant que, bah, tu fais beaucoup de fautes également, ça laisse pas mal de lancers francs, et tu as été en difficulté en fait sur le secteur intérieur. On sait que c'est généralement cette partie de l'équipe sur lesquelles les adversaires vont aller chercher beaucoup de fautes pour essayer de sortir un intérieur. On voit Leon Kratzer a été ciblé là-dessus. Jan Tunen fait également 4 fautes. Je crois qu'ils sont 4 ou 5 à finir à 4 fautes. Et donc, bah, quand tu es le coach, tu es en difficulté pour faire une line-up qui tient la route. Et puis, bah, collectivement, après, derrière, avec le ballon, c'est vrai que Strasbourg a très bien bougé la balle. Et je pense aussi que le fait d'avoir des shooters, en tout cas un shooter, qui rentre quasiment tous ses tirs à 3 points, bah, ça t'ouvre en fait des perspectives en attaque pour Strasbourg parce que quand t'es Paris, t'es obligé de défendre un peu différemment sur lui, sur Ivernizzi, et même en le défendant un peu plus serré, où bah, il a quand même mis ses tirs, ça n'a pas changé grand chose. Mais en tout cas, le fait qu'il ait pu ouvrir les vannes assez rapidement euh, a demandé à Paris un temps d'adaptation et à Strasbourg avait toutes les cartes en main en fait derrière pour faire le match qu'il fallait et aller chercher la victoire. Ouais, c'est vrai qu'Invernity était vraiment dans la soirée que peut connaître un shooter, parce que peu importe un petit peu comment Paris le défendait, il rentrait tout simplement tous ses tirs. Il termine au final à 6 sur 8 au tir à 3 points et c'est vrai qu'au final, bah, même si je le disais, Strasbourg a presque laissé une porte entrouverte en fin de match. On sentait un petit peu l'équipe, ben, en difficulté cette saison, qui manque forcément un petit peu de confiance. Mais voilà, leur domination au rebond offensif, bah, ça a pesé également dans la fin de match. À un moment, je me souviens que Daniel Akin prend un gros rebond offensif, pareil pour Paul Lacombe. Et tout ça, ça redonne des possessions supplémentaires à Strasbourg, ça leur redonne du temps, ça fait s'écouler le chrono. Et Paris, bah, n'a pas pu justement renverser la vapeur, même s'ils ont fini au final, ils échouent au final très proche à seulement 3 points, à seulement 3 points des Strasbourgeois. Et bah, je veux revenir sur un point que tu disais, c'est vrai que là, Nazir Brooks avait déjà fait un bon match à l'aller, mais Paris avait un petit peu su pallier ses manques à l'intérieur par l'activité de ses ailiers. Cette fois, ce n'a pas été le cas et ça a encore mis en exergue quelque chose dont on parlait en off, toi et moi, c'est le fait que Paris n'a pas de point d'ancrage à l'intérieur et quand il n'y a pas en plus de domination au rebond, et ben, il n'y a quasiment pas de solutions qui viennent dans la peinture pour Paris. Toutes les solutions sont créées par, les extérieurs et quand ils sont un petit peu moins en réussite comme ce soir, et ben, tout de suite l'équipe de Paris paraît un petit peu, bah, unidimensionnelle, j'ai envie de dire. Ouais, elle le devient aussi parce que tu as tes absences sur le poste 2, Gauthier et Seba, qui te retirent du spacing et la qualité de tir à 3 points. Mais effectivement, déjà, premier point, un point d'ancrage à l'intérieur. Voilà, tu as des intérieurs qui ont limite fait que du cardio sur la rencontre. En fait, ils sont dominés au rebond, ils n'arrivent pas à scorer à l'intérieur. Et du coup, on en parlait toi et moi en préparant le débrief, mais le, ceux qui ont mis le plus de tirs à 2 points dans ce match, c'est qui? C'est TJ Short, ça va être Colin Malcolm, ça va être Nadir Effi. Et c'est des joueurs qui. Enfin, tout vient de l'extérieur. Tous leurs points à 2 points viennent de drive, généralement, pick and roll, etc. Où tu vas faire en sorte que l'intérieur adverse soit désaxé dans sa défense pour scorer. Euh, et finalement, bah, à l'intérieur, quand tu as besoin de points, quand tu as besoin de te rassurer de près, et que tes extérieurs sont plutôt bien défendus, bah, tu n'as pas cette solution-là. Parce que bah, un Mikael Antunen reste quand même plus menaçant sur l'extérieur. Justin Simon,
Là, c'est tout le contraire, mais a pas l'impact qu'on aimerait avoir de lui, au quotidien. Un Banjassi, moi, c'est ça qui me surprend le plus. Je retrouve, à mon sens, trop isolé, sur les ailes à 45° et donc là, il prend zéro shoot à 2 points, il en prend 3 à 3 points et finalement, bah, quand tu as besoin, à des moments clés, de la partie, d'aller chercher des points à l'intérieur, bah, c'est plutôt difficile et donc en plus de ça, comme je le disais, si tu as pas Seba, si tu as pas, Gauthier, l'équipe adverse, elle défend déjà tout de suite plus facilement. Ça va être, tu vas resserrer une espèce de zone, où tu vas déjà pas défendre le shoot à 3 points de TJ Short parce que, bah, tu as de la chance s'il t'en tu pas de chance s'il t'en met un, mais bon, sur les 4 qu'il tente, il en a mis un ce soir. Il peut faire 0 sur 4 et bon, bah, voilà, tu t'es gagnant et tu peux, bah, te resserrer sur d'autres joueurs, sur un Tyson Ward qui passe pas un bon match du tout même, que moi j'ai trouvé vraiment à côté de ses pompes en attaque notamment, heu et que, bah, tu as plus de facilité en tant que Strasbourgeois de pouvoir, heu, de pouvoir défendre sur les joueurs qui vont faire la différence côté Paris et laisser, on va dire, des joueurs un peu moins facteur X de ce genre, dans ce genre de solution. Ouais, je vais rebondir notamment sur ce que tu disais sur la défense strasbourgeoise. C'est vrai qu'on peut-être on peut sous-estimer, par exemple, les absences d'un Herrera ou d'un Gauthier Denis, mais je trouve que ça s'est vu ce soir notamment. Bah, par exemple, ce que tu disais sur un Banjazi qui n'est pas forcément utilisé là sur cette rencontre sur les mouvements sans ballon ou par exemple également un Tyson Ward, mais c'est parce que justement la défense de Strasbourg peut faire une demi-zone. Ouais, c'est pas vraiment une zone, mais le fait que déjà on puisse ne pas défendre TJ Short à 3 points et d'enlever des munitions supplémentaires derrière la ligne à 3 points comme Gauthier Denis ou comme Sébastien Herrera, bah, ça permet vraiment à une équipe comme Strasbourg de concentrer toute son attention sur l'intérieur et donc forcément, bah, les mouvements sans ballon à l'intérieur que peuvent faire les joueurs parisiens, bah, les espaces qui peuvent être créés par Gauthier Denis ou un Sébastien Herrera, bah, là, ils sont pas là et du coup, toute la défense, strasbourgeoise a pu se concentrer à l'intérieur. Forcément, ça limite les possibilités de mouvements sans ballon pour trouver quelqu'un sous le panier qui n'aurait plus juste à marquer. Et Banjassi, par exemple, ne tente aucun tir à 2 points sur cette rencontre. Mikael Niantunen en tente seulement un, c'était en début de match. Pareil, voilà, c'est justement un petit lay-up sur lequel on a pu le trouver, mais on a que trop peu rarement trouvé des joueurs parisiens dans cette situation ce samedi soir à Strasbourg et ça a fait défaut à Paris qui, bah, on peut peut-être embrayer là-dessus, a pu compter sur ses leaders, mais qui n'ont peut-être pas, pu s'exprimer autant qu'à l'accoutumée. Pour commencer un petit peu sur les points individuels, commençons forcément, j'ai envie de dire, par Nadir Hiffi, qui revenait sur ses terres pour la première fois avec un maillot du Paris Basketball sur les épaules. Il termine la rencontre à 19 points, 2 passes décisives pour 3 pertes de balles. En 26 minutes, il tire à 7 sur 16 au tir. Qu'est-ce que tu as pensé de la prestation de Nadir Hiffi qui s'était fendu d'un tweet juste après la rencontre d'Eurocup en donnant rendez-vous à Strasbourg ce samedi soir. Nadir Hiffi qui a souvent fait des cartons contre son ancien club, mais qui là, dans son ancien club quand il était dans les sections jeunes, mais qui cette fois n'a peut-être pas eu ben, la prestation attendue. Ouais, je crois que même avec le Portet, il avait des cartons, Aurelius, mais j'ai plus les chiffres. Bah, effectivement, tu aurais espéré mieux de la performance de Nadir. Je pense que Nadir aussi, espérait faire beaucoup mieux que ce qu'il a fait ce soir. Hem, Moi, ce que j'ai trouvé un peu désolant, sur la fin de partie, on s'est dit ça avec Antoine, on regardait le match ensemble et on s'est dit là, dans les 2 dernières minutes, si l'éclat ne vient pas de Nadir Hivi, il va venir de personne d'autre et Et c'est beaucoup le cas cette saison, hein. c'est beaucoup le cas. Généralement, le money time, ce qui était pas du tout le cas en tout début de saison, Nadir Hifni était benché sur les money time. Là, maintenant, c'est lui qui a la balle en main, parce que, bah, en fait, tu as vu au fil de la saison qu'il était quand même capable de te mettre des tirs clutch, très clutch même, ça dépendait des matchs. Là, bah, justement, on a donné la balle à Nadir, on dit: «Bon, bah, vas-y, f essaye de faire un peu la magie que tu peux faire sur la fin de match» et ça a pas marché. C'est vrai qu'à 3 points, bah, il comme on l'a dit, du coup, il y a pas de il y a peu de shooters dans cette équipe-là, à ce moment-là dans le match, donc bah, il est forcément beaucoup plus défendu. Je trouve que, son il a des moves, assez, spécifiques à lui. Je trouve qu'ils sont de mieux en mieux défendus parce qu'il fait plus ou moins les mêmes, tu sais, son espèce de cross,
à 45 pour Mmh. shooter, il l'a des 2 côtés du terrain. Ça, je trouve quand même, à chaque fois, les défenseurs sont généralement, en France, sont plus aguerris là-dessus qu'en Eurocup. Et on le voit. Et là, moi, je l'ai vu très bien défendu sur ce genre de tir. Il prend des tirs un peu trop compliqués à mon goût, alors que t'es un peu t'es vraiment en retrait au score. Donc, je suis pas satisfait de sa partie, malgré le fait qu'il ait quand même marqué 19 points. Bon, bah, c'est quand même pas mal. Mais j'en attends plus, et il aurait pu être le détonateur qu'il est de temps en temps. Il l'a pas été, et parce que, bah, je pense qu'il est pas la seule raison pour laquelle il n'a pas été, le joueur sur lequel on comptait dans le Money Time. Ouais, parce qu'il y a plusieurs joueurs, tu me disais en off qu'il y a plusieurs joueurs qui, bah, qui t de leur prestation t'a déplu. Heu, Qu'est-ce que tu voulais notamment mettre en avant sur cette rencontre dont la prestation ne t'a pas bah, n'a pas vraiment été à la hauteur du niveau de jeu du joueur? Bah, bah, en fait, le problème, c'est que je trouve qu'il y a eu beaucoup de joueurs qui étaient pas forcément au niveau auquel on a l'habitude de les voir souvent. Heu, Ceux qu'on Si je fais un peu de revue d'effectifs, mais bon, allez, Mehdi Nguama, il a joué 5 minutes, je trouve qu'il est vraiment de moins en moins bon, de moins en moins efficace dans cette équipe, depuis plusieurs semaines, donc et que ça se voit de plus en plus, en tout cas. Un Justin Simon, pareil, traverse un peu les matchs sans faire vraiment, sensation. Alors on en avait parlé après Monaco à Bercy, parce qu'il finit avec la meilleure éval ou deuxième meilleure éval de l'équipe. Il a fait je crois que c'était sa meilleure éval avec Paris. Mais dans la globalité, je trouve pas un joueur, qui trouve ses marques. Et en fait, là où moi j'ai un souci, c'est que tu as Banjasi et Leon Kratzer sur la partie qui te ramènent que 4 points. Et comme tu as un banc un peu décimé, bah, tu pas forcément comment dire? Une compensation avec tes remplaçants quand ils vont rentrer. Et encore une fois, on l'a dit, secteur intérieur, hein, le secteur intérieur est quand même vachement handicapé, heu, de par les profils, en fait, que Paris a. Mais tu vois, un Banja, c'est 3 points, Leon, c'est 1 point sur lancer franc, une belle planche, qui a dû faire marrer un bon nombre de personnes. Enzo, 14 minutes, 0 points, 0 tir, tout simplement même. Et Mika qui a mis 8 points, 8 points, 4 rebonds. Mais on l'a dit, un peu en difficulté sur ces match-ups. Voilà, si je fais la grosse revue d'effectifs, je pense que Tyson non plus fait pas un bon match. Que Colin fait un match sans relief, parce qu'il met des points, mais il score un peu dans le vide. Il a un plus-minus de -10, qui est le deuxième pire du soir. Finalement, il y a un peu que TJ que j'ai trouvé fidèle à lui-même, et qui n'a pas forcément trop forcé son tir à 3 points, et qui était plutôt juste dans ses choix, lorsqu'il arrivait sur le pick and roll à trouver soit du mi-distance, soit proche de la raquette. J'ai envie de rebondir sur 2 joueurs que tu as cités notamment et qui illustrent peut-être un petit peu les difficultés parisiennes en ce moment, bah, Mehdi Nguama et Justin Simon, justement sur le fait que, bah, sont des joueurs qui ont évidemment besoin que Paris court pour, donner pour comment dire? Donner tout leur potentiel, vraiment exprimer leur jeu et ben, on a bien senti que Strasbourg avait la volonté de ralentir le jeu et que, bah, sur demi-terrain, mais un petit peu comme toute l'équipe parisienne ce soir, ce n'est pas seulement eux 2, mais bah, Paris a un petit peu galéré quand il fallait construire l'attaque, sur jeu placé et ça en revient forcément à ce qu'on disait, le fait que Strasbourg défendait pas mal dans la peinture et que du coup, ça a laissé assez peu d'opportunités à l'intérieur. Mais on voit que pour ces joueurs-là, dès qu'ils n'ont pas les opportunités, bah, pour courir, c'est beaucoup plus difficile pour eux de s'exprimer. Ouais, bah, clairement. Tu le vois même sur le début de match, en fait. Tu vois sur le début de match où Paris est agressé, rentre pas ses tirs, encaisse des points aussi beaucoup. Hem et comment dire? La solution miracle, c'est quand Paris a réussi à courir un peu, pas forcément à mettre des 3, mais à jouer sur du jeu rapide, sur de la transition, mettre un peu en difficulté cette équipe de Strasbourg, parce que tu es une équipe, athlétique, pas forcément verticale, mais tu as une équipe très rapide, avec des joueurs qui ont un centre de gravité assez bas et qui ont souvent la balle. Forcément, TJ Short et Nadir Hiffi, mais c'est eux qui en transition bénéficient le plus de ce style de jeu. Et c'est bien parce que c'est tes meilleurs joueurs, donc il faut que tu les mets dans les meilleures conditions. Mais effectivement, tu ressens de plus en plus, comme on l'a dit depuis le début de ce podcast là, ce problème d'un Paris Basket trop unidimensionnel,
et trop attaché à son, à une seule manière de jouer, de par sa construction d'effectifs et peut-être aussi, bah, parce que les corps fatiguent au fur et à mesure que la saison, se déroule et que, bah, voilà, le Paris Basketball du mois de septembre qu'on voyait, rayonnant, physiquement prêt, à démarrer la saison, n'est plus du tout celui qu'on connaît maintenant, à jouer 2 fois par semaine et avec un rythme effréné et le problème, c'est que ça va s'enchaîner encore pire à partir du mois de mars. Donc il va falloir s'accrocher côté Paris et que la trêve, pour ceux qui auront la chance de ne pas être en sélection, ou du moins le malheur de ne pas être en sélection, puisse régénérer un peu les corps pour attaquer d'emblée dès la reprise. Pour tout doucement, glisser vers la fin de ce podcast, est-ce que justement ça t'inquiète cette défaite à Strasbourg? Alors Paris n'a plus enchaîné 2 victoires en championnat depuis mi-novembre. Alors évidemment, il y a eu 2 rencontres face à Monaco, une face à Lasvel, une face à Bourg-en-Bresse, donc c'est pas non plus illogique, mais justement, est-ce que tu dis aussi la perspective d'un calendrier qui va se surcharger encore plus avec potentiellement, les playoffs d'Eurocup. Pas potentiellement, mais voilà, il y a déjà le quart de finale, mais si Paris passe les tours, il y aura évidemment encore plus de matchs. Mais est-ce que, il y a une petite pointe d'inquiétude qui commence quand même à venir parce qu'on sent que justement Paris fatigue, parfois n'a pas forcément d'autres solutions à proposer dans ces rencontres et les rencontres vont s'enchaîner et potentiellement, ton effectif n'est peut-être pas assez grand pour encaisser tout cela. Est-ce que toi, par exemple, cette rencontre face à Strasbourg t'inquiète un petit peu? Non, elle m'inquiète pas spécialement. Je pense que je serais un peu plus inquiet si, par exemple, tu vas perdre la semaine prochaine, à Levallois, vu le tarif qu'ils ont pris, ce week-end à Bourg, à Cholet, pardon. Hem, Moi, ça m'inquiète pas et en fait, je pense même que Paris, tant que Paris sera dans le top 4-5, il y aura pas trop d'inquiétude, vis-à-vis du coaching staff et que l'objectif affiché de loin, est l'Eurocup pour des raisons assez simples, mais bah, gagner un titre, peut-être plus accessible que le championnat et puis, bah, te qualifier en Euroleague et éviter une wildcard, cet été, comme les rumeurs le font penser depuis quelques mois. Donc je pense qu'il y aura une préoccupation assez importante sur l'Eurocup et que du coup, tu vas peut-être délaisser un peu le championnat. Ça m'inquiète, oui et non, ça dépend après des objectifs qu'on estime importants au club. Par contre, oui, si tu commences un petit peu à perdre pied parce que là, tu as 2 matchs en retard qui étaient contre Nancy à domicile et contre Gravelines, ou le match à Sportica qui n'a pas eu lieu. Euh, Déjà, si tu gagnes ces deux-là, tu vas repasser devant Nanterre, tu vas te mettre un peu d'air frais. Normalement, le top 4, t'es quand même, avec cet effectif-là, même avec le calendrier que tu vas avoir, normalement, le top 4 te tient les bras et après, derrière, bah, faudra assurer en playoff. Mais je vois pas, moi, j'ai pas spécialement d'inquiétude sur le fait que Paris va continuer sa route sans trop de problèmes. Effectivement, tu as joué des très gros là sur les périodes récentes. Là, tu vas jouer des équipes un peu moins calibrées que ce que tu viens de faire et tu peux relancer une machine. Voilà, là, tu viens de perdre 2 matchs de suite en championnat, ça t'était pas arrivé depuis le début de la saison. Tu fais reset et tu vas aller éclater le Valois. En tout cas, c'est le plan, je pense, du club pour le week-end prochain. Oui, c'est vrai que Paris va affronter, l'équipe que toutes les équipes de Betclic Elite, ont hâte d'affronter en ce moment. C'est, Boulogne-le-Valois qui, comme tu le disais, s'est fait étriller par Cholet ce samedi soir. Ils perdent joueur après joueur, Jordan Theodore qui a cette fois quitté le club, cette semaine. Il n'y a que Alen Omic face à Cholet, ils ont joué avec 7 joueurs. Donc, voilà, normalement, Paris devrait en tout cas reprendre, repartir, vers, potentiellement une série victoire en championnat avec ce déplacement à Boulogne-le-Valois samedi 3 février à 16h30 et profitons-en pour faire un petit point sur le classement. Donc tu le disais, Paris est donc 4e, aura, alors je regarde un petit peu en direct l'Asvel qui gagne assez largement pour le moment au Mans. Donc Paris aura certainement 3 victoires de retard sur l'Asvel et Bourg-en-Bresse avec un match en moins sur ces 2 équipes. Donc voilà, Paris a encore un peu de marge par rapport à Nanterre qui est 5e, notamment si Paris gagne ses 2 matchs en retard, tu le disais, face à Gravelines Dunkerque et Nancy. Donc voilà, pas vraiment d'inquiétude au classement, c'est plus
pour le moment dans les attitudes et aussi, comme on le disait, dans la perspective d'un calendrier qui va se surcharger, que voilà, ça peut potentiellement, être inquiétant pour Paris. On verra dans les semaines à venir comment ça se passera. D'abord à Boulogne-le-Valois et également, avec la 1re à l'Adidas Arena contre Saint-Quentin dans désormais 15 jours. Un dernier mot pour finir ce podcast sur les espoirs qui jouaient eux aussi, à Strasbourg ce samedi. Ils ont été défaits 80-62. Voilà pour les espoirs qui face à une équipe de Strasbourg en espoir qui est très, très bonne, donc il n'y a pas Sans Maxime Log aussi, voilà. qui est blessé quelques semaines, du coup, les défaites risquent de s'enchaîner un petit peu sur son meilleur joueur, on va dire, Oui, au voilà. moins. Donc c'est force logique par rapport en plus à une équipe de Strasbourg qui est très bonne en championnat espoir cette saison. C'est ainsi que se termine ce débrief du match Paris-Strasbourg. On vous invite comme d'habitude à nous suivre sur les réseaux sociaux @parisb-on-air sur Twitter et Paris Bibolonaire sur Instagram. Voilà, on se retrouvera pour le débrief du match, face à Levallois samedi prochain. Il me semble que ce sera toi et Antoine, Flavien, c'est bien ça? Ouais, c'est ça et puis on va arriver avec un podcast sur les espoirs aussi dans la semaine avant le match de Levallois. Et ben voilà, parfait. Vous donc voilà, on n'a pas besoin d'en dire plus sur les espoirs, vous saurez tout. C'est un podcast avec, Clément Racco, qu'on avait déjà reçu, l'année dernière et qui est très, très intéressant. Donc on vous invite à vous abonner sur YouTube pour pouvoir aller écouter cet épisode. Voilà. Flavien, je te remercie d'avoir été en mon compagnie et on se dit à très vite. Bye bye. Allez, ciao, ciao.